Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition en langue française à la présentation. Je suis Edi Sabiti. On commence par la coopération internationale ainsi que les affaires étrangères avec le gouvernement du Rwanda qui réitère sa détermination à contribuer au processus de paix en cours trouvé à l'issue issu du conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans une interview plutôt qu'il vient d'accorder à la télévision rwandaise, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, précise qu'il faut s'attaquer aux causes profondes de ce conflit et surtout, il précise qu'il faut s'attaquer aux causes profondes de la crise congolaise et surtout mettre fin au soutien que le gouvernement de la RDC et des FRDC, les forces de la République démocratique du Congo, que celle-ci apporte au groupe terroriste des FDLR. Le ministre Nduhungirehe était tout à l'heure au micro de notre consoeur Olive Nete. Votre Excellence, Monsieur le Ministre, lors de la récente réunion ministérielle en Angola, quels sont les points que vous avez discutés, les résolutions adoptées pour traiter des questions de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC? Ce concept des opérations qu'on appelle CONOPS en langage militaire a été discuté par les experts le 30 et le 31 octobre. Il a été approuvé par les experts et donc les ministres étaient appelés à l'adopter. Nous l'avons discuté aussi, nous l'avons amendé, nous l'avons adopté. Mais avant qu'on adopte le CONOPS, j'ai fait une déclaration sur la mise en œuvre de nos accords et de nos comptes rendus dans le cadre du processus de Luanda. Puisque la réunion précédente, la 5e réunion ministérielle qui s'était tenue le 12 octobre à Luanda, avait aussi adopté des documents, un compte rendu, mais la période entre les deux a été marquée par une situation alarmante sur le terrain, où à l'est de la RDC, on a reçu des informations d'une mobilisation de troupes additionnelles, y compris des troupes burundaises, des armes lourdes qui ont été aussi déployées sur le terrain, aussi avec des troupes du mouvement FLN, le mouvement terroriste de Paul Rusesabagina, qui était stationné dans le territoire de Fizi, qui a été déplacé près de notre frontière au sud du Kivu. Et puis tout cela a été suivi par au moins 27 attaques contre les positions des M23 qui ont répliqué. Donc du 12 octobre, donc la 5e réunion ministérielle, au 25 novembre, la 6e réunion ministérielle, il y a eu au moins 27 attaques contre les positions du M23, ce qui est en violation flagrante du cessez-le-feu qu'on avait adopté le 30 juillet et qui est entré en vigueur le 4 août. Tout cela s'est passé dans un contexte politique de discours de haine et de discours belliqueux de la part du président Tshisekedi, qui s'est rendu dans la province du Haut-Katanga le 17 novembre et qui s'est adressé aux gradés militaires et aussi aux autorités civiles et qui a déclaré que si on lui donnait l'opportunité de réviser la Constitution, il pourra changer de régime au Rwanda. Donc il pourra renverser le régime au Rwanda, ce qui est inquiétant de la part d'un chef d'État. Et puis aussi, il y a cette déclaration du ministre de la Justice dans cette prison à Goma, cette déclaration incendiaire avec des discours de haine, avec un appel au meurtre, en s'adressant aux traîtres, visant les Congolais Tutsis, visant dans des termes insultant le président de la République du Rwanda, etc., etc. Donc tout cela n'augure rien de bon et ces déclarations en particulier est en violation du compte-rendu de notre 2e réunion du 30 juillet cette année, où on avait demandé aux deux parties d'éviter tout discours de haine
et toute parole provocatrice qui pourrait mettre à mal le processus de Luanda. Donc, j'ai fait cette déclaration pour montrer qu'on ne peut pas se déplacer à chaque fois à Luanda, se parler, discuter, signer des documents et ne pas s'engager à les mettre en œuvre. Donc, j'ai montré qu'en une période entre deux réunions, qu'il y avait déjà beaucoup d'activités contraires à l'esprit, à la lettre du processus de Luanda qui ont été accomplies sur le terrain, et c'est très inquiétant, et cela démontre le manque de volonté politique et de bonne foi du gouvernement de la RDC. On assiste, vous l'avez aussi mentionné ces derniers temps, même avant, à une montée préoccupante des discours de haine en RDC, comme des déclarations incendiaires, comme vous l'avez dit récemment à la prison de Goma. Qu'en dites-vous en tant que gouvernement du Rwanda avec de telles attitudes de la part des autorités de la RDC? Peut-on vraiment être optimiste qu'une issue définitive à ce conflit congolais sera trouvée dans un bref délai? C'est vrai, la situation est très préoccupante, surtout les discours de haine qui suivent une marginalisation, une persécution de cette communauté des Tutsis congolais depuis des décennies, depuis plusieurs décennies. On parle des M23, mais le M23 actuel n'existait pas il y a quoi? Il y a 20 ans. Il y avait le M23, le premier M23 de 2012-2013 qui, nous dit-on, a été vaincu militairement, mais la solution politique n'a pas été mise en place pour répondre à leurs préoccupations, qui sont des préoccupations de la communauté des Congolais Tutsis. Et c'est pour cela d'ailleurs que lors de la réunion suivante, on a eu une réunion aussi le 26 novembre, une réunion virtuelle, pour continuer la discussion sur le projet d'accord qui nous avait été présenté par le président Lourenço en août. Et donc cette question des M23, c'est la seule question sécuritaire qui reste donc à régler, puisqu'il y a trois questions sécuritaires qui sont entre la RDC et le Rwanda. Il y a la question des FDLR, il y a la question des mesures de défense et il y a la question des M23. Les deux premières questions ont eu une réponse au moins sur papier dans le cadre du CONOPS. Mais la troisième question des M23 est en suspens et doit être réglée. C'est pour ça que dans cette réunion, on a dit qu'il faut qu'il y ait une résolution définitive de ce conflit qui doit passer par un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23 pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Et les causes profondes incluent aussi cette question des discours de haine et de la persécution de cette communauté congolaise qui, certains de ses membres ont même fui au Rwanda. Nous avons une communauté de plus de 100 000 réfugiés venant de la RDC, de cette communauté de Congolais Tutsis. Et donc, on veut que cela soit réglé, on veut qu'il y ait une solution à cette crise. Ma dernière question, c'est sur le 24e sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC. Il s'ouvre bientôt à Arusha. Quelle priorité clé le Rwanda défendra-t-il lors de ce sommet, en particulier dans le contexte des défis régionaux activés? Les priorités du Rwanda dans la communauté de l'Afrique de l'Est ont toujours été les mêmes. C'est plus d'intégration, conformément à nos piliers, les piliers qui fondent notre organisation. Il y a donc l'union douanière qui a déjà été achevée, il y a le marché commun, et puis il y a d'autres piliers qui vont venir, qui sont donc la monnaie commune et la confédération politique. Mais les deux derniers piliers, on n'en est pas encore là. On est au marché commun, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, des services, des biens et du capital. Et beaucoup a été fait jusqu'à présent. Il y a toujours des obstacles non tarifaires, ce qu'on appelle non-tariff barriers, NTB, entre les États. On doit continuer à les discuter pour les lever. Mais il y a aussi la question sécuritaire qui doit être discutée, puisque je rappelle que lorsqu'on parle du processus de Luanda, il y a aussi un autre processus qui est le processus de Nairobi, un processus intercongolais
qui a été initié par la communauté de l'Afrique de l'Est, l'East African Community. Et ce processus de Nairobi doit être réactivé afin de s'attaquer aux causes profondes de la crise, puisque la crise à l'est de la RDC, ce n'est pas une crise du M23. Il y a plus de 250 groupes armés à l'est de la RDC. Donc il faut que la communauté de l'Afrique de l'Est réactive ce processus de Nairobi pour trouver vraiment une solution globale à toute la crise de la RDC en s'attaquant aux causes profondes. Donc c'est aussi un autre point important à discuter lors de ce sommet. L'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, qui était au micro de notre consoeur Olive Nhete. Poursuivons toujours au chapitre régional avec la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC donc, qui fête ses 25 ans d'existence ce samedi 30 novembre à Arusha en Tanzanie. C'est là que les cérémonies donc sont prévues. Depuis sa création, son objectif était donc celui de favoriser l'intégration économique, d'accroître le commerce régional et de promouvoir l'unité entre les nations d'Afrique de l'Est. Une initiative qui avait donc échoué en 1977 pour renaître seulement une vingtaine d'années plus tard, soit en 1999. Pour certains observateurs, le jubilé d'argent de l'EAC est autant une introspection qu'une occasion de célébrer, car des questions telles que les barrières non tarifaires et la faiblesse des échanges commerciaux continuent d'entraver la coopération entre les 8 États membres de cette organisation. Malgré ces faiblesses, la communauté est-africaine dispose d'un atout particulier sur le continent africain car elle est l'unique à s'étendre entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. De retour au pays avec les évêques catholiques d'Afrique qui déclarent être préoccupés par la multiplication des conflits sur le continent africain. C'est le cas du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, président du symposium de conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Celui-ci indique que la région des Grands Lacs en particulier a besoin de la paix aujourd'hui plus que jamais. Le prélat congolais s'exprimait ici, même à Kigali, à l'occasion de la réunion du comité permanent du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et du Madagascar. Il était donc au micro de notre conférence. On va le suivre, le cardinal Fridolin Ambongo. Quand nous nous rencontrons, nous commençons d'abord par faire ce qu'on appelle la situation socio-pastorale du continent de l'Afrique. Quelle est la situation de l'Église sur le plan pastoral, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, politique, et ce qui nous amène à passer en revue la situation du peuple de Dieu qui est en Afrique. Et globalement, comme vous le savez, l'Afrique est le continent où aujourd'hui il y a beaucoup de poches de conflits, notamment dans la sous-région des Grands Lacs, avec ces conflits qui a pratiquement ruiné les rapports entre les États de pays des Grands Lacs. Mais nous, comme Église, face à cette défragration des rapports entre les dirigeants politiques, nous disons il n'y a pas de conflit entre le peuple. On peut venir du Rwanda, on peut aller au Congo, on peut partir du Congo, aller au Burundi, etc. Entre le peuple, il n'y a pas de conflit. Et le message que nous, comme pasteurs dans cette sous-région, nous voulons faire passer, c'est que la paix, le peuple
de ces différents pays, notamment les 3 pays, Rwanda, Burundi et la RDC, le peuple de ces 3 pays veulent la paix et exhortent leurs dirigeants à travailler pour une paix solide, une paix durable dans la sous-région, afin que tous puissent vivre en paix et vaquer paisiblement à leurs occupations. Ça nous fait vraiment de la peine quand je vois ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette masse de déplacés. Il y en a qui vivent ici aussi au Rwanda, et ça, ce n'est pas une situation qui est normale. Si nous, au niveau de l'Église, nous pouvons nous fréquenter, nous pouvons fraterniser, mais nous nous posons la question, mais pourquoi au niveau politique, on ne peut pas faire la même chose? Ça, c'est vraiment ça notre prière, et nous allons analyser la situation. Le rôle de l'Église est essentiellement prophétique, c'est-à-dire l'Église analyse la situation. L'Église n'est pas au pouvoir. Il n'appartient pas à l'Église de résoudre des problèmes politiques entre les États, mais l'Église a le ministère de la parole. L'Église essaie de parler à tous les dirigeants africains. Et c'est le travail que moi, en tant que président du CHEAM, j'ai fait. Partout où je passe, j'ai la possibilité de rencontrer des chefs d'État. Je n'hésite pas. Et je leur dis ce que pense l'ensemble de l'Église d'Afrique. Et notre souci, c'est comment travailler pour le bien supérieur du peuple d'Afrique. Mais le constat, c'est que très souvent, nous ne sommes pas écoutés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérêts politiques, des intérêts économiques. Quand la parole de l'Église contredit ces intérêts, mais bon, nous faisons l'expérience de tout le prophète d'Israël qui prêche dans le désert. Mais nous restons confiants parce que Jésus-Christ est passé par là. Sa parole n'a pas été accueillie par tout le monde au même moment. Mais c'est que l'Église est en train de s'aimer en Afrique. Dans la sous-région des Grands Lacs, nous avons cette certitude de foi que ce grain finira par pousser et deviendra un grand arbre de paix sur lequel les oiseaux du ciel viendront construire leur nid. Nous restons très confiants. Donc tout ce qui se passe dans la sous-région ne nous effraie pas outre mesure, au-delà de la misère de nos peuples. C'était là donc le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui s'exprimait au micro de nos confrères. De retour dans nos studios pour parler cette fois-ci de l'agroforesterie et surtout avec le changement climatique qui ne cesse de faire des gouvernements une préoccupation majeure dans leur politique aujourd'hui, ce qui justifie un dialogue de haut niveau qui s'est tenu ce jeudi Kigali sur les nouvelles stratégies financières pour augmenter donc l'arbre dans les exploitations agricoles. Dans nos studios, nous sommes avec le docteur Athanase Mukurarinda, qui est coordinateur national de l'ICRAF. Bienvenue dans nos studios, docteur. Merci beaucoup. Alors, docteur, déjà, ce dialogue, combien c'était important pour vous de vous réunir et surtout qui sont les gens qui se réunissent avec vous et surtout quelle est l'urgence en matière d'agroforesterie aujourd'hui? Aujourd'hui, on a eu une réunion avec les différents acteurs, les acteurs de la fonction publique, les acteurs du secteur privé et les organisations non gouvernementales. Et on a parlé sur la plantation des arbres dans les exploitations agricoles. Nous sommes passés à revue pendant combien de temps le Rwanda et le gouvernement a planté des arbres dans les exploitations agricoles. Vous vous rappelez très bien qu'il y a une journée de l'arbre où nous plantons des arbres à partir du président jusqu'au village. Mais malheureusement, le constat amer est de constater que les arbres qui survivent sont très peu. C'est 30%.
Et c'est ce qui nous a poussé à nous réunir aujourd'hui pour voir comment on peut trouver une nouvelle stratégie en fait d'augmenter les arbres dans les exploitations agricoles. Nouvelle stratégie signifie tout de même qu'il y a des propositions. Peut-être qu'il faut changer votre fusil d'épaule. Quelles sont les nouvelles approches, par exemple, parce que c'est une politique qui date de quelques années. Si peu d'arbres survivent, quelles sont les nouvelles stratégies auxquelles vous avez songé ou vous avez essayé ou vous essayez d'apporter aujourd'hui pour que cette politique soit effective et surtout qu'elle apporte des résultats escomptés? Premièrement, c'est de sensibiliser tous les acteurs. Avant, c'était l'affaire des organisations non gouvernementales, du gouvernement, des institutions gouvernementales, mais nous avons aussi impliqué le secteur privé, tel que les banques, les assurances et les autres qui se trouvent dans le secteur privé, qui viennent, qu'on travaille ensemble. Mais la stratégie la plus importante, si vous observez, ça dépend de là où vous êtes, mais la plupart du temps, c'est que les arbres disparaissent dans les exploitations agricoles, dit par exemple par la divagation des animaux. Pendant la saison sèche, il n'y a pas beaucoup d'herbes pour les animaux. Et puis, ils vont dans les exploitations agricoles. La plupart du temps, ces arbres sont palatables, sont de fourrage pour ces animaux. Alors, ils les broutent, ils les tuent. Et dans d'autres endroits aussi, il y a des fermiers qui ne font pas attention. Qui ne font pas attention aux arbres, comme il faut attention au maïs, à la pomme de terre, aux haricots. Ils les considèrent comme une activité secondaire. C'est à ce moment-là que nous avons dit que si on pouvait les aider, si on pouvait les donner les incentives, quelque chose pour la motivation, peut-être ils vont faire du travail. Mais avec l'expérimentation que le Centre international pour la recherche en agroforesterie, ICRAF, a fait, ça a montré que quand vous attendez avec le fermier, vous les engagez le plus tôt possible. Vous discutez avec le maire de district, avec le chef de secteur. À ce moment-là, quand vous discutez avec eux, vous trouvez la motivation que vous pouvez donner au fermier, surtout pendant la saison sèche, où le fermier va ailleurs pour chercher quelque chose à vivre. Donc, il peut accorder de l'importance à surveiller ces arbres, à les entretenir. Et nous nous sommes dit, par exemple, l'expérience que nous avons faite, nous nous sommes entendus avec les fermiers, avec le maire de district, avec le secteur. Et on a demandé aux fermiers ce qu'ils voulaient comme motivation. Ils nous ont dit qu'ils voulaient les chèvres, ils voulaient les porcs. Certains autres disaient qu'ils voulaient des réservoirs pour l'eau. Et on a donné ça et on a trouvé que réellement les arbres survivent mieux. Ils sont au-delà de 80%, de 70%. Ils vont même dans les 90%, 95%. Et nous avons trouvé que c'est en faisant ça, au lieu de continuer à perdre les arbres, qui coûtent beaucoup d'argent, dans des millions, dans des milliards d'argent chaque année, et nous disons que si on pouvait adopter ça, ça peut stimuler les fermiers et produire beaucoup d'arbres et avoir les arbres qui augmentent dans les exploitations agricoles et ainsi résister sur le changement climatique qui est dramatique dans notre pays et à travers le monde. La question du changement climatique, justement, docteur, vous en parlez. Parmi les solutions que vous proposez ou qui marchent déjà, il y a cette sensibilisation, le rappel de l'importance de l'arbre. Mais docteur, nous savons bien que la volonté, c'est bien, mais quand même, ici, il s'agit aussi de la question cruciale du financement, parce que tout ce que vous offrez ou que vous avez à offrir à ces fermiers, cela demande un financement conséquent. Est-ce que les partenaires, qui sont vos partenaires aujourd'hui, justement pour résoudre cette question de financement par rapport aux résultats que vous escomptez devant vous? Je ne pense pas que l'argent sera un problème réel. L'argent est partout. Et que ce soit les CRAF, que ce soit les autres acteurs, Arcos, IUCN, Enabel, toutes ces organisations qui travaillent au Rwanda avec le gouvernement rwandais. Chaque année, le gouvernement vote les budgets pour les arbres, pour planter des arbres dans les exploitations agricoles. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce qui manque,
c'est la stratégie pour pouvoir canaliser cet argent pour que cet argent puisse produire les effets escomptés. Les effets escomptés, c'est d'avoir la couverture forestière, la couverture des arbres augmentée dans les exploitations agricoles. C'est ce qui manque. Mais l'argent est là. L'argent, nous le mobilisons chaque jour. Quand vous écrivez une proposition, tu as toujours des financements à partir de l'extérieur ou à partir à l'intérieur du pays. Le gouvernement, chaque année, vote le budget qu'il donne au Rwanda Forest Authority, qu'il donne REMA, il a de l'argent. Tous ces organismes publics, ils ont de l'argent. Les ONG, ils ont de l'argent. Mais ce qui manque, c'est mettre ensemble et puis chercher les motivations, les moyens pour stimuler la population, non seulement les engager, mais aussi faciliter l'acquisition. Si vous vous rappelez, la sécurité alimentaire, c'est un problème. Mais le gouvernement a pu quand même contenir cette insécurité alimentaire en donnant des subsides pour les engrais, pour les semences améliorées, pour aussi les pesticides. Oui, les pesticides. Et ça a donné des résultats que tout le monde connaît. Maintenant, si on pouvait appliquer ça aussi pour les arbres, nous allons avoir beaucoup d'arbres dans les exploitations agricoles et nous allons produire mieux et nous allons améliorer, éliminer quelques calamités comme Arutiro. Tu vois, régulièrement, il y a des inondations, il y a des érosions, il y a la matière organique qui diminue dans le sol et ce qui réduit la productivité du sol. Donc, si nous mettons tous les efforts ensemble pour maintenir les arbres dans les exploitations agricoles, nous aurons beaucoup de bénéfices. Des bénéfices. Voilà, peut-être il nous reste 2 minutes sur notre pendule. Docteur, il vient de s'achever à Bakou, en Azerbaïdjan. Les chefs d'État et de gouvernement et d'autres grands acteurs du monde se sont réunis justement sur la question du changement climatique avec cette COP qui continue année après année. Vous, personnellement, avez-vous été êtes-vous satisfait des décisions et surtout des promesses, de part et d'autre, des nouvelles promesses venant de la COP? Ils ont fait des promesses, mais ce que je vais vous rappeler, j'avais participé à COP 28, oui. 28 à Dubaï, j'étais là présent. Il y a des gens qui polluent. Il y a d'autres qui protègent la forêt. Les moins pollueurs et les grands pollueurs. Les moins pollueurs et les grands pollueurs. Les moins pollueurs, ce sont les pays africains et les pays de l'Amérique latine. Mais quand on dit aux gens, aux pollueurs, de mettre la main dans la poche, de donner de l'argent, il y a des hésitations. Mais de toute façon, ce COP de Bakou, il a quand même donné... Ils ne sont pas arrivés à un compromis total pour demander ce que les pays africains avaient demandé d'obtenir ça. Mais ils ont voté un budget et nous pensons que peut-être ils vont honorer ça et libérer ça. Dire sur la table qu'ils vont donner cet argent et donner ça, ça c'est 2 choses tout à fait différentes. On attend la concrétisation, même si les pays africains n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient, mais le paix qu'ils ont promis, nous espérons que ça va arriver et on va commencer à faire à mettre en place les mécanismes pour la lutte contre le changement climatique. Et ça concerne tout le monde. Tu as vu ce qui s'est passé en Espagne. Et ils ont tous les équipements possibles pour mesurer, pour prédire quand il va pleuvoir, quand il ne va pas pleuvoir. Mais malgré ça, les inondations, ils ont tué plus de 230 personnes. Et ils n'ont pas prévu ça. Donc ça frappe tout le monde. Je pense qu'à mon avis, tout le monde doit se mettre ensemble et pour que les pays africains continuent à protéger les forêts qu'il y a. Par exemple, le Rwanda fait un effort pour protéger les forêts naturelles que nous avons, Nyungwe, Gishwati, Mukura, et toutes ces forêts. Mais c'était un effort inestimable, puisque notre population dépend de ces forêts. Mais nous le privons des produits de ces forêts pour sauver l'humanité. Non, pas seulement le Rwanda, mais sauver l'humanité. Sauver l'humanité dans ce sens que ces arbres prennent tous ces gaz, ils les stockent dans leurs feuilles et dans leurs troncs. Comme ça, ils dépolluent l'environnement. Mais le monde entier doit quand même contribuer à ces efforts que notre gouvernement sont en train de faire. Je ne dis pas seulement le Rwanda, le Burundi, le Congo, et le Kenya et l'Ouganda.
En tout cas, on aura compris vos propos. Il est important qu'il existe aujourd'hui une volonté politique pour pouvoir sauver notre planète. Merci beaucoup, Dr Athanase Mukurarinda. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de l'ICRAF Rwanda. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci aussi, merci gentil, c'est gentil de m'avoir invité. Voilà, c'est sur ce point, sur l'agroforesterie et bien sûr la question de l'environnement que nous clôturons notre édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtres et surtout restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.